C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale, bien sûr à travers les analyses et les commentaires des différents médias partenaires. Pour ce numéro, la Tribune des éditos a retenu 3 sujets pour vous. En première partie d'émission, il sera question du rapport 2022 de la Cour des comptes qui révèle l'exclusion désormais pour tout financement public de certains partis politiques. En seconde partie d'émission, il sera question de la décision de la dissolution par le gouvernement de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Et enfin, en dernière partie d'émission, nous serons au Tchad avec l'arrestation de plusieurs personnes du Parti socialiste sans frontières accusées de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Et pour le décryptage de ces sujets, je suis accompagné par 2 professionnels des médias. Nous avons Crispin Laoundiki, journaliste au journal en ligne lefaso.net. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Michael Tougri, rédacteur en chef de Trui TV. La Cour des comptes a présenté cette semaine son rapport public annuel 2022 sur le point du contrôle de l'utilisation des subventions de l'État pour les campagnes électorales et les activités hors campagne électorale pour 2020 et 2021. Il ressort que 25 acteurs sur 125 doivent plus de 100 millions de francs CFA à l'État burkinabé. Michael Tougri, les rapports se suivent et se ressemblent. Quelle a été votre appréciation par rapport à ce rapport 2022 de la Cour des comptes? Je pense que c'est un exercice régulier de l'année N-1. Voilà, c'est régi par les tests dans la Constitution qui permet à la Cour des comptes d'essayer de contrôler un peu la gestion de la chose publique, notamment les finances, à travers différentes institutions, que la Cour des comptes essaie aussi de voir est-ce que ces institutions-là aussi gèrent de façon saine les deniers publics, tout ce qui est agent public. C'est pour cela qu'elle s'est intéressée aussi peut-être aux élections de 2020, là où elle a regardé un peu la gestion aussi de certains partis politiques. Elle a essayé aussi il y a des recommandations aussi qui sont faites. Lorsque vous lisez le rapport, c'est vraiment un rapport pédagogique très intéressant à lire. Il relève aussi des manquements. En même temps aussi, il donne des orientations, il formule des recommandations. Et je pense que c'est très très intéressant. C'est vrai que chaque année, ils le font, les rapports se suivent. Ne se ressemblent pas forcément. Cette année, ils ont mis beaucoup l'accent sur ces questions de financement des partis politiques. Donc, c'est l'argent public qui est utilisé pour essayer d'animer la scène politique. Alors, Crispin, je le disais, les rapports se suivent et se ressemblent. Au niveau de Faso.net, lorsque vous avez parcouru ce rapport, quelle est l'appréciation qui se dégage dans la forme? Ok, c'est dans le même ordre que M. Tougri. Ça veut dire la Cour des comptes a encore respecté la tradition, ce qui est déjà salué. Et comme toujours, ils ont au-delà dénoncé certains faits et apporté surtout des recommandations, ce qui est déjà intéressant. Et ce qui a beaucoup plus marqué notre attention, c'est que on se rend compte de cet effectif pléthorique des partis politiques au Burkina et qui, dans la réalité, il y a beaucoup de mauvais élèves. Donc c'est ce qu'on peut retenir du rapport 2022 de la Cour des comptes, où on a vu ces chiffres-là qui donnent vraiment beaucoup à dire, beaucoup à réfléchir en même temps. Alors vous l'avez dit, qui donne beaucoup à réfléchir. On épingle 25 personnes dans le contrôle de l'utilisation des subventions de l'État. Comment est-ce que vous comprenez une telle chose? Ça montre également, c'est comme je cite le premier président de la Cour des comptes qui, au cours de cette conférence de presse, l'a clairement dit, ça montre à quel point certains partis politiques ne prennent pas au sérieux le principe de la redevabilité. Parce que lorsqu'on finance un parti politique, il doit faire le rapport financier. C'est-à-dire l'argent qu'on a donné pour les activités politiques, qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été dépensé. Mais au finish, ils ont donné un effectif, c'est seulement 50,40% des partis politiques qui ont rendu leur rapport. Donc la moitié. Donc on voit à quel point, j'ai envie de dire, peu de partis politiques sont sérieux. Alors, Michael Tougri, est-ce que vous êtes déjà d'accord avec Crispin lorsqu'il dit que on voit à travers ce rapport que peu de partis politiques sont sérieux? Quand on regarde, il a donné les chiffres, 50,5% à peine qui arrivent à produire un rapport sur l'utilisation de ces fonds qui avaient été mis à disposition par l'État pour les campagnes. Oui, lorsque vous voyez le rapport aussi,
quand je lisais, je souriais. Ça prouve à quel point que l'activité politique n'est pas aussi facile. Certaines personnes pensent que il y a de l'argent peut-être dans les activités des partis politiques. On crée un parti politique avec 2-3 copains, on part et puis on bénéficie des financements politiques et financements publics. Il faut le dire, il y a des acteurs, les partis politiques ont besoin même de formation. Certains même qui ont été épinglés ne savent même pas comment il faut justifier les fonds qu'ils ont reçus. Ils ont reçu, demandez-les de justifier, ils ne sauront même pas comment justifier. Donc, alors que lorsque vous lisez l'article 7 de ces dispositions-là, l'article 7 vous dites clairement, vous devez justifier 6 mois après la publication des résultats définitifs des élections. Alors que nous sommes en 2020. Les élections ont eu en 2020. Donc, les gens avaient, lorsque le Conseil constitutionnel publie les résultats définitifs, vous avez 6 mois après pour justifier. Mais c'est-à-dire qu'avant, ils n'ont même pas cherché même à avoir les pièces comptables. Certains même ne savent même pas quel type de pièces il faut utiliser. Peut-être qu'ils vont se dire, écoute, moi j'ai eu de l'argent, je vais acheter ce que je veux, je cherche peut-être un ticket dans les quincailleries, un reçu pour peut-être venir justifier, peut-être. Non, tout ça, ce sont des documents qui seront rejetés. Donc il faut avoir il y a un canevas, il y a des dispositions qu'il faut utiliser pour pouvoir justifier l'argent public. Ça veut dire que s'ils n'ont pas pu justifier, ça veut dire qu'ils ne savent même pas comment il faut justifier ces sommes-là. Et puis bon, ça prouve aussi, il y a des noms, lorsque vous regardez... On parle tout de même de partis politiques qui vont à la conquête de l'électorat. C'est tout de même pas sérieux de ne pas connaître un certain nombre de textes en la matière. Oui, mais lorsque vous regardez dans ces partis-là, c'est juste peut-être le leader, peut-être le président du parti que les Burkinabés peuvent citer. En dehors de ça, demandez aux Burkinabés, dans certains partis, de citer 2-3 personnes en plus du président. On ne sait pas. Il y a des partis qui sont confondus au président. C'est le président seul qui gère tout. Il est le président, il est le comptable, il est celui qui fait la communication. Finalement, il occupe tous les postes. Donc, à la fin, vous ne pouvez pas justifier. Et ça montre aussi, de l'autre côté aussi, où dans ces questions-là, certains partis aussi sont sérieux, arrivent à produire des rapports, arrivent à justifier ce qu'ils ont pris, même s'il y a des insuffisances, au moins ils arrivent à respecter les dispositions de la loi. Et je pense que la Cour des comptes aussi a pris ses responsabilités en fonction de certains partis politiques qui rament à contre-courant des dispositions légales. Crispin, est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut encore aller à la sensibilisation vers des partis politiques qui sont allés jusqu'à prendre des financements au sein de l'État, des subventions, pour pouvoir mener des campagnes et qui, selon les dits de Michael Tougri, pourraient ne pas être au courant des différentes procédures par lesquelles il faut passer juste après le verdict final des urnes? Oui, dans la mesure où ce canevas, donc il vient de souligner, si ça n'existe pas, il le faut. Il le faut pour que désormais on sait, voici ce qu'il faut remplir comme critère ou bien ce qu'il faut donner comme pièce. Est-ce que ce n'est pas censé être connu? En principe, c'est censé, mais bon, du moment où ce n'est pas connu, il faut aller dans ce sens. Maintenant, l'autre chose qui a déploré, moi, lorsque j'ai vu ce rapport, lorsqu'on se rend compte que 48 formations politiques n'ont pas d'adresse, ni d'adresse physique, ni de boîte mail, afin de les retracer, là c'est compliqué. Ça montre à quel point, comme on vient de le dire, certains ne sont pas sérieux. Et là, peut-être, Tougri parle de sensibilisation. Peut-être si ce n'est pas fait assez, pourquoi pas aller dans le sens maintenant, cette fois-ci, de sanctionner. Parce que là, on ne peut pas comprendre, tout simplement. Un parti politique, comme vous l'avez dit, qui rêve d'être élu, de prendre la tête de ce pays pour gouverner, et des choses aussi basiques, leur manque, c'est inquiétant. Mais pour le citoyen qui nous suit, il se pose la question, il y a tout de même, c'est tout de même encadré l'utilisation des subventions de l'État pour fin de campagne. Il y a des textes qui encadrent tout de même. Oui, il y a des textes. Et je me dis, je pense également, sûrement qu'il y a des failles. Je me dis, il y a des failles que ces partis politiques-là ont dû utiliser. Parce que rien que, si on prend le délai, ou 6 mois après avoir pris cette subvention, il faut rendre compte. Mais au-delà de 6 mois, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a une valeur contraignante
vis-à-vis de ces partis de rendre coûte que coûte des comptes et qu'ils ne le font pas, c'est que sûrement ils ont dû profiter de certaines failles. Et c'est là où, en termes de recommandations, ce qu'il faut faire à l'avenir, la Cour des comptes doit tenir compte de tout cela afin de vraiment coincer tous ces partis politiques afin qu'ils puissent respecter le délai et respecter ces principes de redevabilité. Toujours dans ce rapport, Michael Tougri, on parle de 3 personnes ayant préparé aux élections présidentielles de 2020 qui ont été épinglées justement dans cette affaire. Comment est-ce qu'on peut en arriver là pour un candidat à la présidentielle qui est quand même au courant d'un certain nombre de choses, des textes, qui après les résultats définitifs manque d'apporter les différents documents nécessaires à l'utilisation qu'il aurait fait de cette subvention? Ok, mais ce que je voulais ajouter, c'est pas que les canevas pour justifier les fonds perçus par les partis politiques là n'existent pas. Ces canevas existent, on le donne chaque fois, mais c'est qu'ils ne peuvent pas justifier, parce qu'ils ne savent même pas comment faire pour justifier. Sinon, ces canevas là existent. Mais vous allez prendre les partis politiques, il n'y a pas de comptable, il n'y a pas de financiers. On ne va pas citer de partis politiques sur la table. Non, dans le rapport, il y a... Non, je ne vais pas citer, mais il y a des partis politiques. Officiellement. Quand tu pars à leur conférence de presse, mais il n'y a personne. C'est lui qui donne de l'eau aux journalistes, c'est lui qui pas fait des photocopies, c'est le président même qui fait tout ça. Tu sens qu'autour de lui, il veut tout contrôler. Donc ça prouve que lorsqu'il va recevoir ces financements publics là, mais c'est ce qu'il va faire. Il va dépenser ça à sa guise. Et peut-être au comptable de justifier. Mais comme le comptable ne sait pas ce que tu en as fait avec de l'argent, donc il ne peut pas justifier. Par conséquent, lui aussi, en tant que président du parti politique, il ne peut pas justifier. Maintenant, revenons à ces 3 personnes, ces 3 partis. Oui, ces 3 candidats qui ont été à l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez suivi les campagnes en 2020 ? Il fallait suivre les campagnes. Vous allez comprendre que c'est à peine s'ils ont pu mobiliser, c'est à peine s'ils ont pu faire quelque chose. Vous prenez le cas de Tahirou Barry, qui avait à l'élection précédente été élu député, c'est ça? Est-ce qu'en 2020, il a été élu? Il n'a pas été élu député. Vous prenez le Faso autrement. Je pense qu'ils n'ont pas eu un poste après l'insurrection, les élections. Mais est-ce qu'en 2020, ils ont eu un poste de députation? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils ont eu un poste de conseil municipal? Ils n'ont rien eu. Vous prenez Do Pascal Sessouma. Moi, je suis parti à sa campagne. Chez lui à la maison, arrivé, pas chez lui à la maison, dans son quartier, où il a dit qu'il faut payer de l'argent pour mobiliser. Lui, il ne paye pas. Mais c'était des chaises vides qu'on a vues. Donc, rien ne l'empêche de pouvoir au moins justifier l'utilisation qui aurait été faite, puisque justement, il refuse de devoir donner des billets d'argent pour pouvoir avoir de l'électorat. Oui, mais toute la campagne s'est tenue à Ouagadougou. Et je pense que pour la présidentielle, si ma mémoire est bonne, par les sous, est-ce que tous les partis politiques n'ont pas eu le même montant pour les candidats à l'élection présidentielle? Donc, c'est-à-dire que le montant était relativement élevé par rapport à un candidat qui doit parcourir l'ensemble des 13 régions, d'autres ont parcouru les 45 provinces. Mais il y a des gens qui n'ont jamais quitté Ouagadougou, ils sont assis. Ils ne peuvent pas justifier. Parce que peut-être que ce sont des sommes même peut-être qu'il faut aller chercher à comprendre pourquoi ils sont partis en politique. Parce que aller en politique, on se dit, c'est un sacerdoce, c'est un endroit où tu viens pour rendre service. Mais il y a certains parmi ces personnes-là qui sont en politique rien que pour se faire de l'argent. Rien que pour se faire de l'argent, c'est tout. Crispin Laoundiki, quand on écoute, on parle tout de même de candidats à une élection présidentielle. C'était l'élection de 2020. Des candidats qui ont pris une subvention, qui savent, selon l'article 7, qu'il faut rendre compte par rapport à l'utilisation de ces fonds et qui ont manqué et qui sont épinglés dans ce rapport. Bon, sûrement, ils ont leur raison. Mais est-ce que cela justifie... Il est vrai que pour le cas de Tahirou Barry, le président de la Cour des comptes a dit qu'il a cherché à contester. Mais qu'en est-il de l'ensemble déjà s'ils sont épinglés dans ce rapport, alors qu'ils ont quand même... ils étaient des prétendants pour la magistrature suprême? Effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sûrement, moi, c'est ce côté principe ou bien cette valeur contraignante-là. Sûrement, ils savent que s'ils le font, ça ne peut pas aller au-delà de cela. Sûrement que c'est une première où on affiche les noms aussi clairement des gens qu'on connaît avec les sommes. Sinon, sûrement, ils se disent au début,
ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Et pour eux, peut-être que ça allait passer comme une lettre à la poste. Mais cette fois-ci, ça permet de voir le vrai visage de ces personnes-là qui, dans un passé récent, ont tenu cette promesse de pouvoir prendre même la tête du pays et diriger. Donc, imaginez, si c'était le cas, ce sont des interrogations qu'on doit avoir cela en tête. Alors, 2 des candidats ont eu pour sanction une exclusion définitive au niveau des subventions. Est-ce que ce n'est pas assez sévère? Bon, ça dépend également de ce qui a été commis comme acte. Et c'est sûrement ce qui ressort également comme sanction au niveau des textes de la Cour des comptes. Je ne pense pas que la Cour des comptes ait, de façon personnelle, décidé de sanctionner ces 2 partis politiques. C'est sûrement le fait qu'ils n'ont pas du tout justifié et peut-être même pas donné une quelconque raison qui peut justifier même ce retard ou bien l'absence complète des différentes pièces de justification. Donc je me dis c'est à la hauteur de la faute commise que cette sanction est tombée. Même si c'est sévère, la Cour des comptes sûrement aussi a ses raisons. Alors, Michael Tougri, est-ce que la sanction n'est pas assez sévère? On parle des 2 candidats qui sont désormais exclus du financement public. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même matière à revoir par rapport à cette sanction-là? Non, mais nous estimons que la sanction n'est pas sévère. Vous ne pouvez pas vous amuser avec un financement public et puis vous n'arrivez pas à justifier. C'est assez grave. On vous donne de l'argent pour faire quelque chose. Vous avez jusqu'à 6 mois après pour justifier. Vous ne justifiez pas. Et il faut qu'on mette en place la Cour des comptes mène ses investigations et vous épingle. Et puis il faut le dire, pour Tahirou Barry, ce n'est pas une première. Les 2 noms sont connus. Il s'agit de Tahirou Barry et le docteur Ablassé Ouedraogo. Tahirou Barry, ce n'est pas une première. Vous vous souvenez que lorsqu'il était ministre et qu'il a démissionné, il y avait je pense que c'était la SELC ou c'est quelle institution, je ne me souviens plus, qu'il avait épinglé dans la gestion de son ministère. Après, je pense qu'il a dû contester. Aujourd'hui, on n'en sait pas exactement là où est le dossier. Encore pour des élections, il est épinglé encore par la Cour des comptes. Vous savez, la 2e fois qu'il est épinglé dans cette histoire. Et je pense qu'il est, comme on l'a dit, il est exclu du financement des partis politiques. Je pense qu'il occupe aussi un poste quelque part au sein de l'administration publique, notamment quand il est directeur général de l'École nationale d'administration de Aboubou Dioulasso. Bon, je pense qu'il faut tirer aussi les conséquences. Est-ce que lorsqu'il veut contester, c'est pour gagner du temps et être maintenu à son poste? Sinon, je pense que lorsque votre nom est cité dans ces questions-là, vous devez tirer les conséquences. Aujourd'hui, M. Barry devait démissionner de son poste des choses, parce que le président a dit que l'année 2024 sera l'année de lutte contre la corruption. Mais là, on parle de faits qui se sont produits tout de même en 2020. Oui, mais c'est en 2024 que c'est relevé et que le président, lorsqu'il a reçu le personnel, son personnel, il a dit que 2024, il ne va pas tolérer. Donc, ça veut dire qu'avec ça, je pense que M. Barry devait tirer les conséquences. Mais comme il a pris des dispositions pour essayer d'apporter des preuves, on va attendre de voir ce que ça va donner. Mais il est déjà, il n'a pas respecté les dispositions parce qu'il avait un délai pour justifier. Il ne devrait pas attendre que la Cour des comptes vienne l'épingler et pour pouvoir se mettre en branle pour essayer de justifier ce montant-là. Nous sommes tout de même dans une transition et il y a des réformes pour éviter justement pareille situation. On parle de réforme du système d'organisation des élections, de réforme du code électoral et tout ce qui s'ensuit. Pour vous, comment est-ce qu'on peut éviter pareille situation à travers les réformes? Qu'est-ce que vous avez comme proposition? Moi, je vais me baser même sur la proposition même de la Cour des comptes, puisqu'à cette conférence de presse, ils ont fait cas de certains points où le premier président de la Cour a proposé même la relecture de certains textes même relatifs à cette subvention pour les partis politiques. Et comme on l'a dit au début, il faut profiter, c'est la transition, profiter pour faire des réformes, donc introduire des textes où on doit encore être plus rigoureux. On doit avoir ce regard-là derrière tout financement des partis politiques afin que le délai puisse être respecté. Et si une personne ou bien une formation politique n'arrive pas à respecter, que la sanction soit prise afin que cela serve
de leçon et d'exemple pour les autres partis politiques et pour les autres échéances à venir. Donc moi, je m'allie sur ce côté relecture des textes, parce qu'on doit se baser sur les textes afin de pouvoir donner l'exemple. Donc il faut attaquer le fond. Pour vous, Michael Tougri, en termes de propositions, comment est-ce qu'on évite pareille situation, étant donné qu'on est dans un contexte aussi de transition où des réformes sont annoncées, que ce soit sur le système du code électoral, afin d'éviter ce genre de situation? Qu'est-ce que vous proposez? Non, évidemment, il faut des réformes profondes en termes de relecture du code électoral et même de l'organisation des partis politiques. Vous allez prendre un pays comme le Burkina, les partis politiques s'écrivent comme des organisations de la société civile, ça se crée à tout bout de champ. Le monsieur se lève, il crée son parti politique. Même aujourd'hui, c'est tout de même soumis à un certain nombre de règles. Oui, au niveau du ministère de l'administration territoriale. Mais c'est pas rigoureux. Il n'y a pas de rigueur. C'est pas trop. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de rigueur, mais les règles ne sont pas vraiment bien. Il n'y a pas de coercition dans la création des partis politiques. Crispin relevait le manque de sièges pour certains partis. Aujourd'hui, sur la transition, d'adresse complète. Oui. Aujourd'hui, sur la transition, on veut vérifier le siège de certains partis politiques. Vous allez voir que c'est dans la nuit que certains présidents de partis politiques vont trouver un local rapidement, ils vont mettre une plaque. Mais lorsque vous allez arriver, vous allez savoir que il y a quelques heures après qu'il a refait tout ça. Il y a des présidents de partis politiques dont le siège de leur parti se trouve dans leur sac. Ça, c'est ça au Burkina Faso. Donc, je me dis que comme la transition est là, il y a beaucoup de chantiers et le chantier prioritaire, c'est la lutte contre le terrorisme. Bon, mais je pense qu'ils vont trouver un temps aussi pour essayer de mettre un peu de l'ordre dans cette manière de faire, création de partis politiques. Il faut serrer un peu, même ces questions de financement des partis politiques. Il faut regarder, ce n'est pas que les partis politiques, il y a plusieurs organisations au Burkina Faso qui bénéficient du financement public. Lorsqu'on retrace, vous allez voir, il y a beaucoup de manquements. Voilà, c'est parce que ce sont les acteurs politiques que, aujourd'hui, on est sur les acteurs politiques. Il y a beaucoup de secteurs qui bénéficient des financements publics. Si on mène des audits ou bien si on mène des enquêtes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de manquements. Voilà. Et puis, si on veut faire, ils seront même suspendus, même au même titre que ces partis politiques qui sont tombés sous le coup de la réglementation de la Cour des comptes. Donc, je pense qu'il y a des spécialistes. Il ne faut pas se presser, parce que c'est ça au Burkina Faso. Souvent, on se presse, on met des tests en place, et puis après 2 ans, 3 ans, on voit que ces tests-là ont des failles. On prend le temps, on fait une large concertation avec tous les acteurs. Comment on fait pour régler? Même si on va arriver à la suspension, à la suppression des financements des partis politiques, on peut arriver à ça. L'État décide à tout de même des conséquences. Une telle idée procéder à la suppression carrément du financement. Oui, c'est ça. On peut arriver à ça. Quand l'État donne, c'est pour que ça puisse animer la vie publique, mais le peu d'argent qu'on donne, c'est combien? Pour l'année, pour le dernier rapport, c'était autour de un peu plus de 1 milliard de francs CFA. C'est pour 1 milliard de francs CFA distribué à des acteurs politiques. Et certains même n'arrivent même pas à justifier moins de 20 millions de francs CFA. Ils ne peuvent pas justifier 20 millions. Imagine maintenant, si tu passes à un département ministériel ou si tu passes à un poste beaucoup plus important ou qui brasse beaucoup de milliards, mais ça va tomber sous le coup des détournements, des passations de marchés publics qui ne respectent aucune procédure. Après, on va dire, voilà. Mais je pense que ça permet aussi aux populations aussi de savoir ceux qui peuvent représenter aussi ou défendre leurs intérêts. On termine avec cette dernière explication de Michael Tougri. L'autre réalité, quand on regarde ce rapport, c'est que le Burkina Faso a besoin d'un toilettage au niveau de ses partis politiques. Comment est-ce qu'on y parvient? On se rappelle, c'était le 4 février 2021, lorsque le Premier ministre Christophe Dabiré faisait la déclaration sur sa politique générale. Donc le président de l'Assemblée nationale à son temps, Bala Sakandé, lui également il a posé ce sujet sur la table. Il dit qu'il faut avoir ce courage-là pour limiter les partis politiques au Burkina. Parce qu'en son temps, il ressortait, c'était plus de 200 partis. Prenez pour un petit pays comme le Burkina Faso, on a plus de 200 partis politiques. Donc là, c'est à quelque part, il faut revoir. C'est vrai qu'il y a des textes qui cadrent la création de partis politiques. Peut-être il faut voir s'il y a des endroits où il faut serrer, il le faut. Parce que si on le laisse comme ça, vous voyez, on aura encore plus d'autres partis encore dans les mois et années à venir. Alors on n'a rien que le Bénin à côté avec le président Talon. Lorsqu'il est arrivé, on a vu pour qu'un parti politique
puisse même prétendre aller à une quelconque élection, rien que la caution, il avait augmenté. Et c'est là, d'office, ça écarte tous les partis qui ne sont pas sérieux. Tous ces partis-là qui n'ont pas de sièges ou bien qui n'ont pas de militants même. Du coup, ça les écarte. Donc moi, je pense que cette question de limitation des partis politiques, on doit s'appuyer sur ça, essayer de revoir les textes. Il faut toiletter ces textes-là. Là où il faut serrer, il le faut, afin que ceux-là qui sont sérieux et qui prétendent véritablement servir le pays puissent se challenger. Et vous gardez la parole, justement, Crispin, pour aborder le second sujet retenu pour ce numéro de la Tribune des éditos. En Conseil des ministres, mercredi dernier, le gouvernement a décidé de la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts, du compte rendu qui a été fait par le gouvernement sur la question. Qu'est-ce que vous retenez parmi les motifs qui auraient été avancés? Ok, on se rappelle le ministre en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, Roger Barrot, qui a surtout fait cas d'une indiscipline. Parce que, paraît-il que ces hommes, ils devraient replier. Ils étaient dans le haut bassin, ils doivent aller vers le centre-ouest et ils n'ont pas voulu respecter cette décision. Donc du coup, appel leur a été fait de pouvoir replier à la capitale, à Ouagadougou. Mais une fois arrivés, ils ont pris en otage leur supérieur hiérarchique. Et là, moi je trouvais que c'est suffisamment grave, pour citer également les termes du ministre, pour que des éléments puissent s'en prendre aussi de cette façon à leur supérieur hiérarchique. Ça montre à quel point, sûrement qu'il y a un problème assez sérieux, qui sûrement on n'a pas tenu informer l'opinion publique. Mais peu importe le problème, je me dis que ça ne devrait pas se passer de cette façon. Que des éléments puissent prendre en otage leurs supérieurs au point où, apparemment même les négociations ont pris du temps et le ministre a parlé même d'un désarmement. Donc je trouve que la question a été suffisamment sérieuse. C'est pourquoi cette décision de dissolution, je me suis dit peut-être que c'est à la hauteur de ce qui s'est passé. Le temps de pouvoir avoir d'autres explications pour mieux comprendre. Alors, Michael Toubé, à la lumière des explications de Crispin, est-ce que vous comprenez ces motifs qui ont été donnés pour en arriver à la dissolution de tout un corps? C'est une unité spéciale d'intervention au sein des eaux et forêts. Oui, on comprend les motifs. Mais je pense que si le gouvernement a décidé d'en arriver à la dissolution, le gouvernement a ses explications. Explications qui ont d'ailleurs été données et reprises par Crispin tout à l'heure. Oui, mais ça c'est ce qu'on dit à la population. C'est-à-dire que sans doute, il y a des éléments d'information qu'on va pas mettre sur la place publique. Peut-être qu'ils sont encore plus graves même que ce qui est relevé. Moi, le fait de refuser de revenir à Koudougou, dans le centre-nord, dans le centre-ouest. Le centre-ouest. Ça, on peut s'asseoir et puis discuter, on peut comprendre. Sans doute que les éléments de l'unité spéciale, le ministre disait autour de 160, je pense, ont donné des éléments, doivent avoir leur raison pour ne pas aller dans la nouvelle mission. Peut-être, on peut comprendre ça. On leur a dit de venir à Ouaga. On leur a dit de déposer. Tout ça, ça peut se comprendre. Mais séquestrer quelqu'un, vous tombez sous le coup d'une faute extrêmement lourde, une faute extrêmement grave. Vous n'avez pas le droit de séquestrer. Et je pense que ils font payer à leurs camarades de l'unité spéciale ce que les autres n'ont rien à voir avec ça. Voilà. C'est une décision assez difficile pour le gouvernement, mais bon, je pense que c'est le gouvernement a décidé. Parce que la composante est tout de même élevée, 162 personnes au sein de cette unité. Voilà. C'est le gouvernement qui a... Je pense qu'ils ont été formés en 2023, autour de 2023, et déployés. C'est-à-dire que c'est un corps militarisé. Je pense qu'ils ont été formés à l'académie de Pau, je pense, Georges Namwano. Donc le corps, il est militarisé. Et le ministre a dit ils avaient des armes lourdes. Et l'expression a été utilisée tout à l'heure par Crispin. Il a fallu les désarmer. L'expression, le mot est sorti. Désarmer, c'était comme ça. Et je pense que c'est pas la première fois que ça arrive. Et parce que le gouvernement veut pousser un peu plus loin, je pense qu'il devrait être radié des effectifs des eaux et forêts. Parce que la faute qu'on voit là, c'est une faute extrêmement lourde. Parce que je pense que sous le ministre René Gbagbo, si je ne me trompe pas, des éléments des eaux la garde de sécurité pénitentiaire avait fait pareil. Ils avaient séquestré. Ils ont été relevés de leurs fonctions, désarmés. Et puis, je pense qu'il a dit,
des effectifs de la garde de sécurité pénitentiaire. Je pense que lorsqu'on regarde à la lueur où vont les choses, ça risque d'arriver à ça. Maintenant, ce qui est un peu déplorable, c'est qu'aujourd'hui, on va mettre 162 personnes dans la rue. 165. 65, ok, voilà. Merci Christian. 165 personnes dans la rue qui savent manier les armes, aussi les armes légères que les armes lourdes, des armes de guerre. On a vu ce qui s'est passé lorsque les éléments de RSP, certains ont été je pense qu'ils ont été chassés des rangs. On a vu par la suite, à chaque fois quand vous partez à une conférence de presse, on présente telle personne, lorsqu'on fait, on dit non que c'est un ancien du corps. Moi, c'est ce que j'ai peur. Avec la lutte contre le terrorisme, ces 165 personnes-là, certains parmi eux, est-ce qu'ils ne vont pas encore emprunter des chemins contraires aux valeurs de la société? Est-ce qu'ils ne vont pas encore créer des soucis aux populations sur certaines routes du Burkina Faso ou peut-être hors de nos frontières? Moi, c'est vraiment le gros souci que je vois. Et puis, puisque on a vu le cas de Goumi, voilà, le Goumi 9 à Fada, ils sont venus, on leur a dit de déposer les armes, ils sont venus de déposer les armes. Et c'est le directeur régional qui est parti leur dire que le DG a dit de venir. Mais ils n'ont pas pris le directeur en otage, parce qu'ils savent que s'ils prenaient le directeur en otage, ça allait devenir beaucoup plus difficile à négocier. Mais eux, ils ont eu cette sagesse-là de ne pas prendre le directeur régional en otage. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a traversé vraiment la tête des éléments de l'unité spéciale pour prendre le directeur en otage. Mais je ne sais pas vraiment. Mais bon, c'est déplorable quand même. Christian, en termes de conséquences, Michael Tougli s'interroge. Est-ce qu'on a pesé un peu quand on fait référence à tout ce qu'on a vu? Pour ceux qui ont connu un peu le même sort, il parlait tout à l'heure de l'ancienne garde de sécurité présidentielle, le régiment de sécurité présidentielle, le RSP. Il y en a eu d'autres au niveau de la police nationale, des personnes qui ont été radiées et jusqu'à une certaine date, des conférences de presse se poursuivaient pour demander une réintégration. Nous sommes aussi dans un contexte où on a même besoin des volontaires pour la défense de la patrie, mettre 165 personnes aussi à la porte. Est-ce que la conséquence, est-ce qu'on y a pensé? Bon, vous voyez, les eaux et forêts, on les met dans la catégorie des paramilitaires. Donc, on a militaires et qui parle de corps habillés, certaines fautes ne passent pas, surtout pas l'indiscipline. Vous voyez des éléments qui prennent en otage leurs supérieurs hiérarchiques. Donc, j'essaie de me mettre à la place du gouvernement et c'est de telles infos qui arrivent à fuiter. De telles personnes ont fait ça à leur supérieur hiérarchique et qu'on laisse sans sanctionner, ça risque de contaminer d'autres corps. Donc, c'est vrai, c'est sévère. Peut-être que c'est à la hauteur également de la faute. Et surtout, il faut le rappeler que ce corps a été mis en place avec 250 hommes. Et 165 parmi eux, c'est assez volumineux. Donc, si on ne sanctionne pas, essayez également de penser à ces autres. Ils risquent de copier l'exemple, ce qui n'est pas bien, parce qu'ici, ce n'est pas un bon exemple. Donc, c'est sûrement en tenant compte de tous ces aspects que cette sanction est tombée. Nicolas Tougli, est-ce que vous êtes d'avis avec l'explication? Oui, je suis d'avis avec, parce qu'il ne faut pas que on copie le mauvais pour le dupliquer un peu partout. Si on ne sanctionne pas, ça veut dire que c'est fini. Les VDP vont se lever un beau matin, ils vont prendre les chefs en otage, la police municipale, s'ils ne sont pas contents, ils vont prendre... Bon, finalement, tout le monde va prendre tout le monde en otage. Mais j'ai aussi parlé du contexte, le contexte dans lequel on a besoin d'hommes sur le terrain, le contexte dans lequel on a eu recours à des civils avec l'engagement de ces volontaires pour la défense de la patrie qui abattent un bon travail. Est-ce qu'on a mesuré ce niveau-là où on a besoin des hommes à l'étape actuelle des choses? Mais vu le contexte également, si tu me permets, vu le contexte où on a besoin d'hommes, ils se sont engagés. À la limite, c'est de donner peut-être l'autre version. Mais ce qui a été servi sur la place publique, je pense honnêtement que c'est eux qui sont fautifs. Parce que peu importe la raison, on ne doit pas quand même prendre en otage son supérieur. Donc, si eux, en s'engageant, en étant dans cette unité spéciale, ils savent ce qu'ils ont comme mission à accomplir. Ils savent également qu'ils sont au service de leurs supérieurs. À tout moment, on peut les appeler sur d'autres fronts. Donc, sauf s'il y a une autre raison qui peut expliquer ce qu'ils ont fait,
Mais tel que ce qui a été expliqué par leur ministre de tutelle, je pense que c'est eux qui sont fautifs dans cette histoire. Je reviens encore sur la question. En temps de paix, une telle décision, ça peut se comprendre. Mais en temps de guerre où la nécessité des hommes pose souvent problème, est-ce qu'on a pesé? Oui, nous pensons que le gouvernement a pesé le pour et le contre. Maintenant, le gouvernement joue sa crédibilité ici. Si le gouvernement laisse passer, ça veut dire que ça va se multiplier encore. Et là, le gouvernement va, c'est-à-dire que le gouvernement va perdre le peu de ce qu'on appelle la restauration de l'autorité de l'État va foutre son camp. Je sais très bien qu'ils ont, voilà, le président a réfléchi, le premier ministre a réfléchi, même le ministre de tutelle, ils ont dû réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire face à une situation pareille? C'est ça. Est-ce qu'on dit, bon, écoute, on laisse passer et le supérieur hiérarchique, qu'est-ce qu'il devient vis-à-vis de ces éléments? Un directeur régional, un directeur général qu'on prend en otage, c'est-à-dire que, et puis il n'y a pas de sanctions, ça veut dire qu'il n'a aucune crédibilité face à ces autres éléments. Donc c'est vrai que c'est pas parce que nous sommes dans un contexte de sécurité extrêmement difficile et qu'on a l'usage des armes et qu'on doit faire ce qu'on veut. Il faut faire très attention. Ça veut dire que s'ils ont pris le directeur en otage, lui aussi qui sait manier les armes dont ils détiennent là, ça veut dire que nous autres populations, nous autres civils, qu'est-ce qu'on peut faire? À tout moment, on peut nous prendre en otage comme on veut. Alors qu'il faut essayer de restaurer l'autorité de l'État, de la société. C'est eux, les eaux et forêts. Quand il y a des soucis, c'est vers eux que les civils vont partir pour bénéficier d'assistance. C'est sur eux qu'on compte. Maintenant, si eux-mêmes, ils se retournent et ils commettent des pratiques contraires à la loi, je pense que c'est assez difficile. Et c'est ce que Crespin a dit. Pour le moment, c'est la version de l'autorité qu'on a. Voilà, c'est la seule version. Et c'est sur ça qu'on attend d'opiner parce qu'on n'a pas la version des autres éléments. On espère qu'on aura la version des autres éléments qui permettra aussi de contrebalancer aussi ce que l'autorité a dit. Donc je pense que peut-être dans les jours à venir, on saura exactement ce qui s'est passé. Et on continuera de suivre de près cette actualité. On pourra y revenir au cours d'un prochain numéro. Mais on va évoluer avec le dernier sujet qui a été retenu pour ce numéro de la Tribune des éditos. Et on se rend à N'Djamena au Tchad. Entre rumeurs de coup d'État et d'attaques de rebelles, finalement les choses sont allées assez vite. La situation était encore confuse au cours de la semaine au Tchad. Et finalement l'information a été donnée. Le principal opposant au régime tchadien a été tué par l'armée. Comment en est-on arrivé là, Crespin? Ok. Bon, suivant de près ce qui se passe au Tchad, tout a été question d'une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême. C'est la version que le gouvernement a donnée de façon officielle. Qui, je pense que ça doit être le secrétaire général du Parti socialiste sans frontières qui devrait répondre de certains actes. Donc il a été arrêté et apparemment il y a des gens qui se sont opposés à cette arrestation, qui sont venus même dans les locaux du service de renseignement pour pouvoir exfiltrer cette personne. Et apparemment c'est dans ça, les choses ont dégénéré. Donc il y a eu mort d'homme. Et paraît-il que le parti en question a dû contacter certains de ces éléments qui sont revenus pour vouloir se venger. Et c'est dans ça, les choses sont allées dans tous les sens. Mais ce que je me rappelle également, c'était avant-hier, où il y a un élément qui passait, où le président du Parti sans frontières, Yaya Dilo, donnait encore plus d'explications, où il a balayé du revers de la main la version officielle qu'a donnée le porte-parole du gouvernement, qu'en réalité c'est une mission qui a été visée contre certains membres de son parti politique. Donc il n'en est rien de tout ce qui a été servi par le gouvernement. Et apparemment, quelques heures plus tard, il y a eu un assaut au niveau du siège du parti, parce qu'on devrait venir interpeller toutes ces personnes qui ont pris part à cette bagarre généralisée au niveau des locaux de renseignement. Et apparemment, également, à partir du siège, il y a eu une affrontation, parce que le gouvernement, c'est hier le porte-parole du gouvernement donnait cette version, parce que lorsque les forces de l'ordre
sont venus au siège du parti pour interpeller les gens. Paraît-il qu'ils ont eu affaire à des gens qui étaient bien armés. Je pense que le ministre a parlé même des armes lourdes, des armes de guerre, et que les forces de l'ordre, c'était dans cette légitimité-là de répondre. Et c'est au cours de cette affrontation que le président du parti a reçu une balle et qu'il a succombé à ses blessures. Donc c'est la version officielle qu'on a. Je précise aux téléspectateurs et auditeurs que vous avez aussi cette casquette d'être tchadien, donc vous avez un certain nombre d'informations. Est-ce que c'était prévisible quand vous regardez l'organisation, les dernières nouvelles au sein de la politique tchadienne? Il faut rappeler que Yaya Dilo, le président qui est décédé... Parce qu'il a tout de même un lien effectivement, familial. Oui, il a un lien avec la famille Déby, parce qu'il est le cousin de l'actuel président et le neveu de Déby père. Et il faut toujours rappeler qu'il a toujours été opposant. C'est depuis 2005, parce que l'on se rappelle encore de cette vidéo où le président Idriss Déby Itno disait qu'en réalité, lui, il ne voulait plus se présenter. Mais qu'il y a un constitutionnaliste français dont lui-même il ignorait le nom est venu changer, proposer pour qu'il puisse modifier la constitution et se présenter à nouveau. Je pense que c'est à partir de cette année-là, en 2005, où Yaya Dilo a claqué la porte. Il est allé très jeune, il avait 30 ans à l'époque, où il a décidé de s'opposer. C'est depuis ce temps, il a toujours été une épine même dans le pied, j'ai envie de dire, de la famille Déby, parce qu'il dénonçait toujours. Et quand il est revenu, puisque comme fruit des dialogues, tout ce qui est comme négociation avec les paramilitaires, en temps il est retourné dans la capitale, là où il exerce en tant qu'homme politique, mais il a toujours dénoncé les choses. Il a toujours dénoncé, même après la disparition de Déby père, où son fils a succédé, il a toujours dénoncé. Et toutes les fois où il devrait aller à la table de négociation, lui n'a toujours pas reconnu le régime en place. Et je pense que même dans la dernière interview, il a donné avant même son décès, il a toujours qualifié le régime en place de junte militaire. Parce que lui n'a toujours pas reconnu leur légitimité. Il a toujours voulu que les militaires puissent passer la main à un civil qui doit gérer le pouvoir comme il se doit. Donc il faut rappeler qu'il a toujours été un opposant pour certains principes. Alors on a donc un responsable de parti politique qui a été tué. On parle aussi de plusieurs autres arrestations. Est-ce qu'il y a également des figures de partis politiques parmi ces arrestations? Bon, pour le moment, on n'en a pas parce que c'est uniquement ce parti-là, Parti socialiste sans frontières, qui est concerné. Je pense que hier, le procureur de la République, près le TGI de N'Djamena, qui a fait mention d'une dizaine de blessés et de morts et 26 arrestations. Donc ça, c'est le bilan officiel à la date de 29 février 2024. Donc on attend de voir, est-ce que les heures qui ont suivi, il y a eu d'autres arrestations? Est-ce que d'autres partis politiques sont impliqués dans cette affaire? Pour le moment, on n'a pas cette information. Alors, Michael Tougri, on a suivi un peu l'explication par rapport à la situation réelle qui a prévalu à la disparition de cette figure de l'opposition tchadienne. Vous, en termes d'analyse, est-ce que ça vous a surpris? Comment est-ce que vous avez vécu ces nouvelles au Tchad? Oui, lorsque j'ai vu, j'étais un peu triste de voir ce qui se passe au Tchad. Surtout sur le continent africain, qu'à chaque fois, c'est des bruits de bottes, c'est de l'armement qui crépite. Et là, on parle d'un pays qui est tout de même en transition. Oui, un pays qui est en transition, mais le Tchad, c'est un pays militaire. C'est un pays où, là-bas, les choses se règlent plus souvent par ces questions de rapport de force. Et lui qui connaît bien ce pays-là, il a dit, c'est le cousin de celui qui est là, alors que les élections sont prévues pour quand? C'est le 2 mai, non? Le 2 mai à venir, en mai. Et puis bon, sur les informations que j'ai eues, Dilo devait faire un discours dans les jours à venir pour dire s'il se présentait ou s'il ne se présentait pas, ou est-ce qu'il appelait à boycotter les élections. Donc on n'arrive pas à comprendre qu'on puisse arriver à cette situation-là. Et puis, là où je m'interroge aussi, c'est un monsieur comme ça dans un bâtiment,
Même lorsqu'on essaie de lire, on dit non que son bâtiment, il était dans un bunker. On avait une image tout à l'heure, le bâtiment criblé de balles. Des trucs qu'il était retranché dans un bâtiment bunkérisé avec des portes blindées. Non, je pense qu'il faut que les gens aussi revoient aussi la communication. Pour arrêter un monsieur comme Dilo, on n'a pas besoin de tout ça. Si on veut l'arrêter, même si c'est 1 mois, je pense que Succès Masra, il en sait quelque chose. On a encerclé le QG de son parti politique pendant quelques jours. On n'a pas tiré sur lui. Donc je pense que si on voulait arrêter Dilo, c'était beaucoup plus simple. Même s'il allait faire 1 mois, on allait encercler le bâtiment et on procéderait à son arrestation tranquillement. On l'amènerait devant qui de droit et puis il répondrait de ses actes. Mais souvent aussi, les informations qu'on a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de généraux aussi qui sont avec ce monsieur-là parce qu'il a beaucoup de ramifications aussi dans l'armée. Donc, la solution la plus simple, c'était de l'éliminer pour ne pas qu'il y ait des remous après. Une fois que le chef est mort, je pense que c'est fini. Alors, Crispin, beaucoup y voient un lien avec l'annonce de la tenue prochaine des élections, notamment le 2 mai. Beaucoup y voient un lien avec les événements que l'on a vus à N'Djamena. Ok, c'est également l'analyse que je lis un peu partout à travers les Tchadiens sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui est important à noter, c'est que je pense que c'était le 10 février, en tout cas en mi-février, il y a Saleh Déby, le petit frère du défunt Déby Père, qui a rallié le parti de Yaya Dilo. Apparemment, lui également, c'est une grosse figure, un général en plus. Donc, sûrement, il a aussi des hommes. Donc, paraît-il que c'est à partir de ce moment, c'est comme si Yaya Dilo a eu du poids. Et conformément au calendrier électoral, tous les politiciens ont jusqu'au 15 mars pour se prononcer s'ils vont se présenter, oui ou non. Donc, sûrement, Yaya Dilo allait se présenter. Il vient d'avoir du poids. Donc, c'est ce que, du côté du Tchad, les gens ont comme analyse. Sûrement, c'est à cause de tout ça que ces problèmes ont commencé avec le système en place. Autre chose dénoncée aussi par une bonne partie de l'opinion, c'est que ces événements se passent sous un certain silence de la communauté internationale. Effectivement, c'est ce qu'on remarque, mais j'ai vu ce matin où la secrétaire au niveau du ministère des Affaires étrangères a convié certains diplomates pour leur expliquer ce qui s'est passé réellement. Donc, je me dis, peut-être c'est à l'issue de cette rencontre que certains pourront se prononcer. Peut-être qu'eux-mêmes, ils n'y comprenaient pas grand-chose. Surtout, c'est une histoire où c'est la politique, mais beaucoup font des liens familiaux. Il y a tout de même eu mort d'homme. Justement, beaucoup. Et surtout qu'on n'a même pas le chiffre officiel, parce que ce que le gouvernement annonce, généralement, c'est contredit par l'autre côté en face. Donc, sûrement qu'eux-mêmes, ils n'ont pas aussi l'actualité en tant que telle. Peut-être ils jouent la carte de prudence parce que c'est quand même des représentations diplomatiques. Ils ne peuvent pas faire une sortie hasardeuse qui risquerait d'être considérée comme une partie prise. Est-ce qu'on pourrait dire que le calme est revenu à N'Djamena? À ce jour, 1er mars, le calme, oui, mais sauf qu'il y a coupure d'Internet depuis 2 jours. C'est ce qu'il faut noter. Donc, c'est difficile de mesurer, mais c'est à travers les médias sur place, puisqu'ils utilisent Internet via les satellites. Donc, c'est à travers eux qu'on arrive à avoir les informations et parfois par des coups de fil. Dans certains quartiers, il y a le calme, les gens vont à leurs occupations, mais les quartiers où on a vécu cette scène, apparemment, il y a toujours la présence des militaires. C'était un quartier du centre-ville de N'Djamena? Oui. Proche du centre-ville, non loin même du quartier où se trouve la présidence. Et ce qu'il faut noter également, c'est que le siège du Parti socialiste sans frontières a été démoli à l'aide d'un bulldozer. Donc, moi, j'ai vu les images sur Facebook. Donc, vous voyez à quel point c'est difficile d'apprécier ce qui se passe. Parce qu'après arrestation, et si on arrive même à démolir le siège du parti politique, c'est que à quelque part, il y a des non-dits. Parce que si c'est la personne de Yaya Dilo, c'est vrai que peut-être il voulait l'arrêter, mais qui finalement il est mort. On se pose la question, pourquoi encore aller jusqu'à démolir le siège du parti? Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que hier soir,
Au journal de la télévision nationale, on a présenté, c'est la vingtaine de personnes qui ont été arrêtées. On voit clairement Salah Déby, le nouveau poids lourd qui a rejoint le parti, fait partie de ces personnes qui ont été arrêtées. Donc on se demande encore pourquoi, en plus de ces arrestations, en plus de ces morts d'hommes, on part jusqu'à démolir le siège. Donc il y a anguille sous roche. Michael Tougri, je posais la question, ces événements se déroulent sous un certain silence assourdissant de la communauté internationale. Oui, c'est ce qu'on observe, surtout que c'est un pays qui accueille un fort contingent de l'armée française. Ceux qui étaient au Burkina se sont retrouvés là-bas, ceux qui étaient au Niger. Mais c'est comme il le dit, souvent il faut être très très prudent dans ces questions-là, parce que lorsque ça tire, il faut toujours chercher à comprendre aussi cette situation-là. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est une date aussi qui reste un peu historique dans cette famille Dilo, la date du 28 février. Je pense que c'est à cette même date aussi que sa maman et puis son petit frère. Oui, le 28 février 2021, sa maman, son frère, et 3 ans plus tard, jour pour jour. Et dans les mêmes circonstances aussi. Oui. Les tirs, et puis bon, sa maman a succombé aussi avec son petit frère. Mais c'est vraiment... On aimerait voir une autre Afrique qui présente un autre visage. Mais lorsqu'on essaie de voir aussi, avec Mahamat Déby aussi, c'est une question de géostratégie qui se présente aussi au Tchad. On voit qu'il multiplie beaucoup des visites en Russie, en Hongrie, avec la Turquie. Vous voyez qu'il diversifie beaucoup ses partenaires aussi. Maintenant, on ne connaît pas aussi la position de Dilo et puis l'autre Déby. Est-ce qu'ils sont du côté de la France? Bon, on ne comprend pas vraiment bien cette situation-là. C'est des choses qu'il faut regarder de près. Est-ce que c'est une reconfiguration? C'est une, comment on va le dire, c'est une souveraineté que le fils Déby veut imprimer à son pays, le Tchad, et puis peut-être se soustraire de cette tutelle française. Maintenant, c'est des choses qu'il faut essayer de voir, parce avec ces questions de voyage, parce qu'il bouge beaucoup. Et sa dernière tournée, il était en Russie, non? Il était en Russie, il était reçu même par Vladimir Poutine. Alors, Crispin, on va terminer justement par là. L'autre question, c'est qu'il s'agit tout de même d'un dossier brûlant entre les mains de l'ancien opposant devenu Premier ministre, Succès Masra. Oui, parce qu'il faut noter que il fut son camarade de lutte. Parce qu'on se rappelle même lorsque Succès Masra était en exil, Yaya Dilo était toujours celui-là qui a proclamé au fort afin que Succès rentre. Rien que pour la scène même politique du Tchad. Parce qu'il a toujours reconnu en lui comme camarade opposant, mais quelqu'un également qui, à travers sa formation politique, a une force. Donc il a toujours milité pour que Succès puisse rentrer. Et au cours de ces derniers événements, on voit sur la toile que les gens ont essayé de réveiller certaines même de ses publications où on voit clairement son soutien qu'il a apporté dès le début. Et j'imagine le Premier ministre, ses camarades de lutte qui vous a toujours défendu. Et malheureusement, lorsque vous devenez Premier ministre, à peine 2 mois, cette personne part et dans des circonstances qu'on sait. Et ce qu'il faut noter, c'est que à la veille de la mort de Yaya Dilo, le Premier ministre qui se trouve à Washington pour un sommet, avait fait un tweet où il dénonçait, il disait qu'il s'inclinait devant la mémoire de toutes ces personnes qui sont disparues, mais qu'il il apporte son soutien total au président de la République et aux forces de défense. Donc les gens essaient de faire ce lien. Après ce tweet, quelques heures plus tard, il y a eu cet assaut et Yaya Dilo est décédé. Donc le lendemain, lorsque le procureur a annoncé officiellement la mort de Yaya Dilo, je pense que toujours le Premier ministre Succès Masra a fait une publication. Un autre tweet. Oui, un autre tweet pour présenter ses condoléances, je le cite, à la famille politique et biologique de Yaya Dilo et également à toutes les familles des autres victimes. Je pense que sous ce tweet, lorsque vous lisez les commentaires, ce n'est pas du tout agréable parce que les gens du coup ont commencé à indexer Succès. Ils ont dit puisqu'il a apporté son soutien et c'est ce soutien-là qui a donné ces résultats. Donc j'essaie de me mettre à sa place, un ancien camarade, et que les choses puissent se dégénérer aussi rapidement comme ça.
c'est gênant en tant qu'humain avant tout. Dernière réaction pour cette émission, Michael Tougri. C'est tout de même un dossier brûlant entre les mains de Succès Masra qui, à une époque très récente, était à côté de Dilo au sein de l'opposition. Oh non, mais moi, quand je regarde, je ne vois pas le dossier brûlant entre les mains de Succès. Parce que Succès ne peut rien faire dans ce milieu militaire. C'est une affaire que les militaires ont décidé de gérer ça avec le rapport de force. Voilà, avec le rapport de force. Voilà, si on demande à Succès, est-ce qu'il faut aller déloger Yaya Dilo de cette manière? Il va dire non, parce que lui-même, il a été victime de ça. Voilà, donc je pense que Succès, il va juste regarder, il va juste s'incliner devant la mémoire de son camarade de lutte et ami politique. Donc Succès ne peut absolument rien faire dans cette situation politique au Tchad, puisque lui-même il a dû négocier pour revenir dans son pays, parce que l'exil c'est extrêmement difficile. Et l'autre même a dit, Dilo même a dit de revenir. Et quand il est revenu, c'est comme ça. Dès que vous passez de l'autre côté du pouvoir, vous ne faites que avaliser ce que le président dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'action du président, vous n'avez qu'un seul chemin. Vous rendez votre démission. Donc, je pense que Succès, s'il a décidé d'être premier ministre de ce gouvernement, il va apporter sa caution à Idriss Déby fils. C'est tout. Succès ne peut rien faire. Et c'est tout pour ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis et qui nous avez écoutés au niveau de la radio Watt FM. Merci aux équipes techniques de réalisation. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.